Donc mon intitulé, c'est « Que nous dit le sentiment du sublime ?» Alors j'ai fait une coupe franche, je me suis dit je ne vais pas parler vraiment, je vais en parler un peu bien sûr, mais pas vraiment du sublime comme concept. Hein, je vais plutôt parler de son sentiment. Du sublime comme idée, comme concept, j'ai gardé une seule proposition, et encore un peu grossièrement, c'est la proposition kantienne. Je n'ai pas gardé celle-là arbitrairement, bien sûr, mais parce qu'elle est quand même un petit peu fondatrice, il m'a semblé, en tout cas dans tout ce que j'ai vu. Mais donc voilà, on est dans le sentiment du sublime. Le sentiment du sublime, c'est-à-dire du point de vue de sa réception. Hein, le sublime du point de vue de sa réception. Parce que le sublime n'a pas de lieu assignable. Il advient dans la rencontre entre ce qui est vu et celui qui voit. Il advient dans la rencontre, je dis, et mieux, il peut advenir. Je veux dire qu'il en a la potentialité. C'est comme un sentiment en puissance qui devient en acte, qui peut devenir en acte si on lui en donne l'occasion. Et l'occasion, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas trop, c'est, on pourrait dire, le mystère de l'interpénétration entre un sujet et une œuvre. Je dis une œuvre d'art, mais le sublime peut advenir aussi dans le sentiment par rapport à un spectacle sublime naturel. Mais comme ceux qui me connaissent savent un petit peu que les couchers de soleil, ça m'emmerde un peu, j'ai préféré parler d'art. Et encore, le coucher de soleil, de toute façon, c'est pas sublime. Un coucher de soleil, le sentiment du sublime pourrait advenir devant un coucher de soleil si c'était le dernier. J'essaie de faire comprendre ça. Si c'était le dernier, ou si... ça pourrait être un coucher de soleil si on croit en sa faillite. Est-ce que c'est compréhensible? Je te dis, si on croit un instant éminemment sérieusement à la tragédie du crépuscule. Donc je vais surtout parler d'art et de peinture spécialement parce que je crois que la peinture est principalement porteuse du sublime. La musique aussi certainement, mais comme j'ai moins étudié la musique, je sais moins de choses. Donc en tout cas c'est dans l'intervalle entre soi et l'image, le soi et le son. Il faut que quelque chose se passe. Il peut advenir ce sentiment de la stridence. Ça c'est un mot que j'ai trouvé, je me suis dit la stridence c'est pas mal une métaphore auditive. Parce qu'on pourrait imaginer une forme d'onde entre soi et tableau, par exemple, la stridence. Alors, le mot de spectateur, il ne va plus non plus, puisqu'il y a une connotation passive, mais on pourrait dire entre l'œuvre et son locuteur, plutôt son pendant même. Si le sublime s'éprouve, il n'a d'autre lieu d'apparition que celui énigmatique du sujet éprouvant. Du coup, on peut comprendre pourquoi le sublime, il a des mouvements préférés. C'est le romantisme, par exemple. Pourquoi le romantisme? Parce que je crois que le propre du romantisme, c'était d'établir la proximité du sublime avec un monstrueux interne au sujet. Ça, je pense à la Médée de Delacroix, qui est au Palais des Beaux-Arts de Lille, là. Vous savez, Médée, elle s'enfuit, horrifiée de sa propre violence, avec ses 2 enfants sous le bras, elle va les tuer, hein. C'est pas une peinture psychologique, la Médée de Delacroix. S'il y a du sublime en regardant ça, c'est, il me semble, en tout cas, la reconnaissance d'un monstrueux, là, dans le chavirement de cette fuite. Hein, évidemment, on court avec elle. C'est moi, Médée, cette furie. À la limite, on l'aiderait à zigouiller ses 2 gosses. Voilà, le romantisme, du coup, il radicalise la scission subjective. Il y a division de l'être. Et du coup, quelque chose est emparé dans le tableau. Longines, il dit « Le sublime a besoin de nous. Il nous veut non seulement disponibles, mais vulnérables. Vulnérables à son action. Si plus personne ne s'exposait au souffle des grands auteurs, eh bien le sublime disparaîtrait. » C'est toujours Longines qui le dit. Car son éternité n'a rien d'une permanence, elle est seulement potentielle. C'est ce que je disais, elle est potentielle, ça peut simplement advenir. Le sublime, il n'est pas là dans la peinture. Disons qu'il est plutôt latent. Que c'est nous qui pouvons l'exposer. Il y a besoin de nous, même plus que comme médium, mais comme émetteur, je dirais, on le développe, et plus que ça, on le génère. Donc il y a plutôt une co-création, une coexistence entre soi et l'œuvre. Donc voilà, il y a plein d'ondes, moi je dis, entre soi et le tableau, par exemple. Il crie vers moi, et mon corps en amplificateur, accouche du son. Et puis il y a arrachement au monde aussi, on a dit. Alors il faudrait être d'accord parce que ce sentiment du sublime, c'est pas celui qui vous flanque une grande émotion. Vous voyez, ça arrive souvent, on a une émotion qui se submerge, hein, on est ému aux larmes, bouleversé, c'est magnifique, grandiose. Non, le sublime, c'est beaucoup plus précis que ça, et d'abord c'est beaucoup plus
terrible, parce que le sublime, ça fait mal. Voilà, en même temps, ça fait plaisir, mais ça blesse très profondément. C'est pour ça que décidément, stridence, ça m'allait, le mot stridence, parce que quelque chose de strident, bah, c'est désagréable aussi. Hein, le sublime horripile en même temps qu'il emporte. Il faut avoir éprouvé ça, il y a un malaise, un retournement de tout l'être, vécu à la fois dans la douleur et la jouissance. Alors le sens commun du mot sublime, il vient de loin, c'est le début de l'Empire romain, c'est juste un au-delà du beau. Et son contraire, c'est le trivial. Mais c'est surtout pas que le superlatif du beau, il faut s'entendre aussi là-dessus, c'est à la limite du beau certes, mais par exemple aussi du laid. Quand on entend que le laid aussi, il peut fasciner et s'offrir au regard comme le radicalement étrange, l'obscur, le mystérieux. Là, je pense à Méduse. Vous m'avez demandé si je parlerais de Méduse. Oui, je pense à Méduse. Le sublime Méduse. Voilà, il désoriente. Et elle n'est pas précisément jolie, Méduse. Alors, c'est pas qu'une différence de degré, on voit bien avec le beau, là, mais de nature. Et cette différence, c'est celle-ci. Tandis que le beau relève traditionnellement d'une esthétique de la mesure, le sublime, lui, relève d'une esthétique de la démesure. Voilà, en art plastique, on comprend bien, le beau, c'est la symétria, la commensurabilité, et le sublime, c'est la démesure, c'est l'hubris. Alors du coup, c'est pas grec, le sublime, mais ce serait plutôt égyptien, les pyramides, etc., ou chrétien, Saint-Pierre de Rome, tout ça. Quand on passe à l'analyse esthétique du sublime, on se détourne du coup de la forme limitée et définie pour se tourner vers l'illimité et vers l'infini. Ça, c'est le sublime kantien aussi. Il dit qu'on s'éloigne du sublime idéalisant de la beauté grecque. Vous savez, la beauté des dieux grecs qui résident dans leur exacte proportion et limitation, etc. Le sublime, il appartient plutôt à l'art chrétien, qui découvre l'abîme intérieur de la destination de l'homme. L'abîme intérieur, j'avais dit, ça fait mal aussi. Et qui en cherche une image, cet abîme intérieur, dans l'immensité. Donc il y aurait comme l'art classique, d'un côté, hein, du côté du beau, on va dire, pour schématiser, et l'art romantique, de l'autre côté. La beauté, ce serait, vous savez, l'homme de Vitruve, là, le dessin à l'encre et la vie de Léonard de Vinci, avec le manpower là, qui ouvre les bras. Ça, c'est la proportion, c'est les études de la proportion du corps humain. Ça, ce serait la beauté. Et le sublime, c'est le déréglé, l'informe, le démesuré. Alors attention, moi je pense que le sublime, il peut se nicher dans le plus banal, hein, le plus simple des vers de poésie, le plan de cinéma, le plus insignifiant. De ce niché-là, si on a le temps, j'en parlerai, mais je ne pense pas que j'aurai le temps. Il est là, en tout cas, où quelque chose de plus lourd existe et dont la stridence nous atteint. Et moi, je crois que ce sentiment du sublime, il délivre, mais vraiment dans le sens où il libère, il lâche. Alors, il lâche quel chien? Ceux d'une idée indicible de l'informe, du démesuré, etc. Il y avait tapis derrière la peinture une idée absolue qui peut bondir. Donc on voit bien que c'est très précis le sublime, c'est pas le beau, ça n'a rien à voir, ça dépasse tout, et ça dépasse largement l'œuvre même. C'est-à-dire que ça dépasse le sensible, la capacité du sensible à représenter les choses. Quand on est dans le champ de l'expérience sensible, par exemple la grandeur, elle est toujours relative. Si j'imagine une étendue, je pourrais toujours en imaginer une plus grande, une largement plus grande. Donc on voit que c'est dans le domaine uniquement du suprasensible qu'on peut imaginer l'absolument grand, que ça peut avoir un sens d'absolument grand. Or, c'est précisément le propre du sublime que de présenter symboliquement à la sensibilité une idée suprasensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépasse l'œuvre, ça dépasse tout le sensible, c'est-à-dire que par rapport à l'idée qu'elle illustre, qu'elle sous-tend, parce que justement elle n'arrive pas à l'illustrer, la présentation est insuffisante. En tout état de cause, l'idée est imprésentable. Il y a discorde entre quelque chose que le sensible ne peut pas faire apparaître, d'accord, mais qui doit bien contenir quand même. Alors, qui doit bien contenir quelque part. Si ce n'est pas dans le tableau, ce n'est pas dans la perception sensible, alors ça veut dire que c'est où? On est dans le suprasensible, hors de la nature empirique. Il n'y a que de l'immanent et pourtant le sentiment qui en ressort, il transcende quelque chose. C'est mystérieux du coup quand même. Et puis c'est rare. On ne confondra plus, on a souvent des fortes émotions, etc. Ici, c'est autre chose, on est proche du pressentiment. Voilà, je me suis dit, on est proche du pressentiment. Est-ce que le sentiment du sublime, il ne se rapproche pas plutôt du pressentiment, du pré-sentiment, quelque chose d'avant le sentiment, et puis de l'intuition, du pressentiment. En tout cas, il devance les sens. Bon, ça ouvre une faille.
Et alors cette faille, dans cette faille, lors de cette faille, il y a des choses qui sont dites, je crois, moi. Et ce qui est dit à l'instant, cette faille, c'est ma question. Donc c'est quoi exactement ce sentiment? Moi je dis la stridence, c'est un mot à moi, vous n'êtes pas obligé de dire la stridence, moi je le comprends bien ce truc de stridence. Touchant à nos limites intimes, on a dit celle des sens, de l'imagination, de la connaissance, etc. Il nous surprend, il y a une surprise. C'est brutal tout le temps, ça nous a peur et ça nous fascine, j'avais dit méduse. Ça nous procure finalement un plaisir négatif. Alors ça blesse et ça fait plaisir en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand je disais ça, j'allais trop vite. C'est un plaisir négatif, moi j'ai compris avec l'image d'une lumière trop puissante. Une lumière solaire par exemple, on regarde en face la lumière solaire, et comme elle est trop forte pour nos yeux, pour la sensibilité, elle se met en son contraire. J'ai plus qu'un globe noir. Vous savez, ça arrive à tout le monde, ça devant les yeux. Le plaisir négatif, ce serait à la fois, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas, à la fois cette blessure des yeux et cette joie de la lumière. Wittgenstein, lui, ne parle pas de sublime, mais de miracle. Mais c'est pareil, c'est sa terminologie. L'expérience miraculeuse, il dit, donc le sentiment du sublime, ressemble à un choc douloureux. Tout ce à quoi je tendais était de donner du front contre les limites du langage. C'est parfaitement et absolument sans espoir de donner ainsi du front contre les murs de notre cage. Et pourtant, il ajoute Wittgenstein, la tendance, le fait de donner du front, ça indique quelque chose. Il y a quelque chose de terrible pour la sensibilité dans son affrontement avec l'infini. Je dirais, elle est belle cette image d'un taureau en cage, je trouve, de Wittgenstein. C'est la terreur et le délice en même temps. Ça, c'est dans le lexique de Burke. Le sentiment du sublime pour lui, il est à la fois constitué de terreur et de délice. Il dit, je ne sais pas prononcer ça en anglais, delightful horror. Ça va? Delightful horror. C'est une formule contradictoire, et d'autant plus contradictoire, oui, que Burke il suggère, et du coup là on anticipe déjà Freud peut-être, que l'horreur en elle-même peut être un délice. Alors quand on avait une définition déjà, je la répète vite, la définition c'est pas celle qui m'intéresse, mais comme ça on ne l'a pas perdue, on avait dit le sublime relève d'une esthétique de la démesure. On avait dit aussi, est sublime ce qui, par cela seul qu'on peut le penser, démontre une faculté de l'âme qui dépasse toute mesure des sens. Voilà, les sens suffisent plus, c'est suprasensible, on a dit ça. Le propre du sublime est de présenter symboliquement à la sensibilité une idée qui dépasse, suprasensible. Dit autrement, toujours Kant, dans le sentiment du sublime, c'est pour avoir une souche, hein, on va garder ça, dans le sentiment du sublime, c'est la raison qui demande à l'imagination, attention, l'impossible présentation sensible de l'inconditionné suprasensible dont elle ressent le besoin. Ça va. Donc maintenant juste, il est dit qu'on ressent un besoin. Je vais le répéter. On ressent quel besoin? Celui de l'impossible présentation sensible de quelque chose. L'impossible présentation sensible de quelque chose. De quoi? De l'inconditionné suprasensible. L'inconditionné, c'est une abstraction générale qui peut dire l'infini, l'absolu, etc. C'est ce qui n'a pas de condition. D'accord? C'est ça, les infiniment grands, l'infini, l'absolu, il n'y a pas de condition, c'est pas naturel, c'est donc métaphysique nécessairement, ça dépasse les sens, ça on l'a déjà dit. Ça ne peut pas être perçu directement par les sens. Voilà, donc on ressent un besoin, celui de pressentir, on a dit plutôt que de ressentir, un inconditionné, un infini, tout ce qui... Du coup, ça devient tragique, cette exigence un petit peu universelle, elle devient tragique parce que c'est peut-être notre condition qui hurle, là. Est-ce que ça ne dit pas ça, du coup? Notre besoin tragique de penser l'impensable. Donc, besoin tragique de penser l'impensable. Tragique parce qu'il est pathétique, ce besoin. Il dit, au même moment, l'impuissance à le satisfaire. Au même moment du besoin, il dit l'impuissance à le satisfaire, l'incapacité humaine à le calmer. Là, ce serait l'homme tout entier, organe obstacle, comme on dit. Être humain, c'est à la fois prétendre à l'universel, et en même temps, obstacle, être humain, c'est précisément n'en être pas capable. Vous voyez, les tragicomédiens. Alors, qu'est-ce qui se vit dans ce sentiment, vraiment? Kant, il nomme enthousiasme, Schwärmerei, et on dit aussi le saisissement, selon d'autres terminologies d'auteurs. D'abord, ça se passe à un moment, brutalement. C'est donc en un point, l'instant d'une sorte, je crois, de reconnaissance. On peut penser à la Madeleine, de reconnaissance de quelque chose, on ne sait pas quoi, qui se fait en un surgissement. Et on dit que le tableau se lève. C'est les frères Goncourt qui disaient ça. Ils disaient « alors le tableau s'est levé ». Pour moi, c'est arrivé devant le puits de Chavannes.
au Palais des Beaux-Arts, il y a dans la dernière salle un grand tableau, vraiment un grand format, qui s'appelle Le Paysan endormi. Donc de la torpeur, des lignes horizontales, des bleutés, des roses. On pourrait penser a priori qu'on est loin du sublime, puisque ce serait plutôt, je ne sais pas, on se dirait des rouges criards, des noirs profonds. Là, pas du tout, il y a des pastels. Du repos. Puis alors, j'ai le cartel, et j'apprends, c'est inspiré d'un vers de l'Énéide de Virgile. Bon, alors, c'était le temps du premier repos pour les mortels accablés. C'était le temps du premier repos pour les mortels accablés. C'est l'entrée du cheval dans la ville de Troie, pendant que le peuple dormait. Et alors là, je regarde le tableau, et c'est devenu tragique. Je vous assure que c'est devenu tragique. Quelque chose qui dépasse ce qu'on y voit, puisqu'ils dorment tranquillement, qui dépasse même l'histoire. Ils seront morts demain, j'ai lu l'Énéide, d'accord, mais qui dépasse ça aussi. Qui dépasse les sens, parce que je ne sais pas tout ce que je ressens. C'est presque plus du tout le tableau, du coup, c'est l'intuition fine. Je dirais ça, c'est Sartre qui parle d'intuition fine, peut-être de la finitude absolue. L'intuition fine de la catastrophe, celle qui dépasse cette catastrophe-là, de la catastrophe, s'il y avait un grand, c'est la catastrophe. C'est là et c'est absent en même temps. C'est invisible, irreprésentable, et le tableau, pour moi, c'est levé. Il a fait acte de présence, dit Claudel, il s'est levé. Moi, j'avais dit la stridence. C'est comme si le tableau était trop petit. Il y a Baldine Saint-Giron qui dit « Le saisissement saisit tout en dessaisissant. Il me prend à lui, me déprend de moi et me surprend. La surprise est maximale. Je suis étonné au sens propre, frappé par la foudre, comme dira Burke, entamé. Mais si le sublime saisit, il est par lui-même insaisissable, inappropriable. Alors voilà, on est saisi et dessaisi. On est arraché au monde, ouvert en un abîme intérieur et on crie à l'universel. Il y a stridence. Et cette stridence, elle me confond avec le tableau, dans le double sens qu'elle me fusionne au tableau et me rend confus. Alors qu'est-ce qui est dit de nous, dans notre rapport au monde, dans cette confusion? Quand il dit, ça nous révèle comme être spirituel. Ça nous révèle comme être spirituel. On peut le suivre. Du coup, si l'immanent, le sensible est devenu trop étroit, et ben alors c'est le transcendant qu'on appelle ardemment. Il y a deux sortes de sublimes pour Kant, il y a le mathématique et le dynamique. Je passe vite, mais juste pour qu'on voit quand même de quoi il parle. Le sentiment de sublime mathématique, c'est celui suscité par la grandeur. On avait dit la grandeur pas relative, évidemment, il y aura toujours plus grand, mais on est au-delà des sens, d'accord, ou en deçà. C'est plutôt l'idée de grandeur, l'intuition de l'infiniment grand. Le sublime dynamique, c'est le sentiment du sublime suscité par la force. Tu vois, si. Donc, moi, c'était le sommeil de Chavannes, et pour le coup, c'était pas... Mais d'habitude, souvent, le sublime dynamique, c'est des tempêtes, des naufrages, des nuits déchirées, etc. Alors, un des lits qui accouche souvent du sublime dynamique en particulier, c'est celui de la terreur. Il y a une proximité du sublime avec le mot grec daimon, je viens de m'apprendre à le prononcer. Le merveilleux, l'étonnant, ça veut dire, mais aussi le terrible et le violent en même temps. Ce mot, il est intéressant. Et surtout, il veut dire aussi le monstrueux, au sens de ce qui montre ce qui ne devrait pas être montré. Là, c'est intéressant. Schelling, il définit, on appelle unheimlich, l'inquiétante étrangeté, tout ce qui devrait rester secret, voilé, et qui se manifeste. Tout d'un coup, il y a des transgressions. Ça devait rester secret, il s'est manifesté. Alors Burke, lui, il croit que dans le plaisir éprouvé devant un spectacle sublime, une expression de l'instinct de conservation. Il dit c'est une expression de l'instinct de conservation, et on a le sentiment animal d'avoir échappé à un extrême danger. Quand il n'est pas du tout d'accord avec ça, il dit c'est pas un réflexe vital, au contraire, ça éveille en moi une idée de l'infini, de l'infinité de ma destination morale, qui me rend capable d'affronter le danger de la mort même. Et là, on lisait Pascal au tout début. Pascal, c'est la belle phrase, là, quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, eh bien, l'univers n'en sait rien. Vous en pensez quoi de ce sublime dynamique? On devrait se sentir minuscule devant la mer démontée, les feux, les cataclysmes, etc. Humble, ce qui est dit là, c'est notre humilité, ou plutôt notre dignité. Il y a l'élévation morale. Alors quand il le croit que c'est plutôt l'élévation morale, il dit il y a de l'achèvement. Il dit il y a de l'achèvement, le sentiment du sublime. Autre chose, du coup, ça nous dirait plutôt, c'est des questions que je vous pose, notre appartenance à la communauté des étangs, de tout ce qui est, une sorte de réconciliation, totalité,
et plus même d'indistinction, on serait indistinct du tout, du monde, ou alors au contraire c'est une déchirure, ce sentiment. On est extirpé du monde, il y a de la solitude, je suis abandonné par le monde, vous me direz ce que vous en pensez. Et la question du coup là, elle peut être tordue autrement. Est-ce que ce sentiment vous dit votre finitude, l'impuissance, l'enchaînement, la soumission au règne naturel, donc une subordination, ou au contraire une émancipation, une liberté? C'est quoi le rapport à la liberté? Kant il dit qu'une force ne peut se connaître elle-même qu'en se mesurant à une autre force. Là, c'est quoi les deux forces en présence? Celle de la menace physique, dans le sentiment dynamique du sublime, et celle de l'héroïsme moral, c'est-à-dire entre la nature et la liberté. C'est quand même pas mal ça, un conflit entre la nature et notre liberté. La terrible et magistrale nature, plus forte que nous évidemment, et la liberté. Le sentiment du sublime nous dit notre liberté. Vous croyez ça? Kant, il dit on n'est pas libre en même temps si. On n'est pas libre en même temps si, c'est-à-dire on est déterminé au niveau phénoménal, hein, l'homme en tant qu'il appartient à la nature, il n'échappe pas évidemment à la chaîne causale déterminée, des choses sensibles, mais par contre il est libre, cette fois-ci au niveau nouménal. C'est quoi le noumène? C'est la chose en soi. On va dire. Donc il est responsable, donc libre. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Je me suis demandé devant le spectacle sublime, on est conscient à la fois de notre appartenance déterminée au monde, et en même temps on répond d'autres choses. On répond de quoi? Des injonctions suprasensibles, tu ne tueras point, etc. Le tu dois, qui suppose le tu peux. Donc c'est toujours notre homme chevillé à terre et qu'aspire à l'envol. Le sentiment du sublime nous dit notre pauvre liberté, on pourrait dire. Alors, pour revenir à la terreur, on nous dit le sublime il est là où il y a de la terreur, toujours, et de l'empathie. J'ai pensé, mais dis donc là, du coup c'est les deux référents du théâtre aristotélicien, ici la terreur et la pitié. Alors, ce serait une nouvelle question, ça, quand on est en train de ressentir ça, le sentiment du sublime, est-ce que c'est gratifiant ou plutôt dévalorisant? Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on peut en être fier ou pas tellement, ce sentiment-là? Terreur et pitié. Sentiment, il nous dit sûrement notre tendance à l'empathie. Je suis avec Médée. Et dans le même temps, et peut-être bien pas du tout son envers, mais son autre côté, on pourrait dire son autre visage, notre attirance vis-à-vis de l'horreur et de la violence. La tragédie, Nietzsche dit, c'est le domptage artistique de l'horrible. Donc ce qui est inhérent au tragique, c'est aussi les sources du sublime, hein, cette horreur et cette empathie. À la fois on épouse le drame humain de l'angoisse existentielle et on en jouit. Devant les drames qui provoquent le sentiment du sublime, on est rendu capable à la fois, et peut-être pas indépendamment l'un de l'autre, de pitié et de fascination pour la violence ou l'informe. Alors, pour terminer, je vais tracer vers une voie complètement discordante, c'est bien de finir en détruisant un peu tout, c'est Schopenhauer. Dans la tragédie, c'est dans l'esthétique et métaphysique du beau, dans la tragédie, dit Schopenhauer, mais le héros, il expie pas ses propres péchés individuels, il expie le péché originel, collectif. C'est la mise en scène du crime de l'existence elle-même. Lui, il a dit, le plus grand crime de l'homme, c'est d'être né. C'est dans le monde, ça c'est Schopenhauer. Le plus grand crime de l'homme, c'est d'être né. Donc il y aurait dans le sentiment du tragique lié au sentiment du sublime, une reconnaissance de l'universelle douleur. Lui, c'est l'idéal ascétique de la sainteté. Il dit, Schopenhauer, là je cite, « Le plaisir que nous prenons à la tragédie se rattache non pas au sentiment du beau, mais au sentiment du sublime. Ce qui donne au tragique, quelle qu'en soit la forme, son élan particulier vers le sublime, c'est la révélation de cette idée que le monde, la vie, sont impuissants à nous procurer aucune satisfaction véritable et sont par suite indignes de notre attachement. Telle est l'essence de l'esprit tragique. Il est donc le chemin de la résignation, toujours dans le monde. Le sublime tragique, pour lui, là c'est le sublime dynamique, on l'a reconnu de l'analytique kantienne, l'étrange jouissance que ressent le spectateur de la tempête ou de l'orage. Pourtant, pour Kant, ça invitait la volonté à dépasser le sensible, à s'élever jusqu'au suprasensible, on a vu, affirmant comme ça la dignité de l'homme, l'autonomie, sa liberté, le chemin de la destination éthique. Mais pour Schopenhauer, il n'y a pas de destination, il n'y a aucune destination. Le sublime, il confère plutôt à une indifférence, presque mystique, un détachement, un renoncement. La volonté, pour Schopenhauer, elle se nie elle-même. Il faut qu'elle s'éteigne complètement. Il faut qu'elle s'éteigne dans l'indifférence
du pur sujet connaissant, de la contemplation pure. Alors c'est la tragédie chrétienne qui élève le mieux, selon lui, à la sublime abnégation du vouloir, à la volonté du néant. C'est la sublime sainteté du non-vouloir. Enfin, on ne combat plus contre le destin, on s'y abandonne. Il n'y a pas de héros, l'héroïsme c'est une bouffonnerie pour Schopenhauer. On est une marionnette, mais une marionnette consentante. Schopenhauer, c'est donc le retrait sublime, l'accession à ce qu'il appelle l'arc-en-ciel qui plane paisible. Plus rien, on abdique, la volonté se tait. Méduse aura vraiment changé l'homme en pierre. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?